Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à la chronique de MBT. La chronique de MBT, c'est le nec plus ultra de l'analyse des questions des droits humains en Afrique. La chronique de MBT s'intéresse ce jour à Human Rights Watch. Le 15 décembre dernier, Human Rights Watch, une ONG internationale de défense des droits humains, a publié un rapport intitulé « Ils détruisent notre avenir ». Attaque des séparatistes contre les élèves, les enseignants et les écoles dans les régions anglophones du Cameroun. Ce rapport a été rendu public, mesdames et messieurs, sur la base d'une enquête menée par l'ONG entre novembre 2020 et novembre 2021, selon ce qui ressort de ce rapport. Alors, en tant que journaliste qui, depuis la survenue de ce conflit, investigue sur ce dernier. Après avoir lu ce rapport, j'ai été animé par un double sentiment, celui de la surprise et celui de la déception. Celui de la surprise parce que j'étais loin d'imaginer qu'une organisation aussi sérieuse que Human Rights Watch pouvait faire preuve d'autant de légèreté, d'autant de manque de sérieux. J'étais loin de m'imaginer que Human Rights Watch pouvait briller par autant de demi-vérité, pour ne pas dire de contre-vérité, sur un conflit. Le sentiment de déception découle du fait que quand j'ai parcouru quand j'ai lu ce rapport, j'ai cru avoir affaire à un article rédigé par un journaliste camerounais exerçant au sein d'un organe gouvernemental tel que Cameroun Tribune. J'ai cru avoir lu un post d'un activiste Facebook à la solde du régime de Paul Biya. Oui, c'est le lieu de le dire. À travers ce rapport de Human Rights Watch, on a comme le sentiment que cette organisation s'est voulu le relais de la propagande du régime de M. Paul Biya dans le cadre de ce conflit au Cameroun anglophone. Alors, lorsque Human Rights Watch parle des attaques des séparatistes armés contre des élèves, des enseignants et des écoles, la toute première question qui m'est venue à l'esprit était celle de savoir de quels séparatistes parle-t-on ici. Il est de notoriété publique que dans le Southern Cameroun, dans le Cameroun anglophone, il existe au moins 5 catégories de groupes armés séparatistes. Il y a les Ambazonan Restoration Forces qui agissent sous le commandement du Interim Government dirigé par Dr Samuel Sako Ikome. Ce sont ces groupes armés qui combattent l'armée camerounaise. Ce sont ces groupes armés qui sont engagés, loyaux à la révolution, à la résistance anglophone. Ce sont ces groupes armés qui sont soutenus par la diaspora anglophone. Ça, ce sont les Ambazonan Restoration Forces qui sont proches de la population locale. Et la deuxième catégorie de groupes armés qui opèrent dans le Southern Cameroun, ce sont les Ambazonan Defense Force. Les Ambazonan Defense Force sont dirigés
par Ayabacho Lucas. Mais les Ambazonan Defense Force n'ont d'Ambazonie que de nom, parce qu'en réalité, il s'agit d'une milice de l'armée au service de l'armée camerounaise pour la contre-révolution. Parce que le rôle de l'Ambazonan Defense Force, c'est de kidnapper, bref, c'est de renvoyer une image négative de la lutte armée du peuple du Southern Cameroun. L'Ambazonan Defense Force brille par des kidnappings contre rançon, brille par des attaques vis-à-vis du interim government, vis-à-vis des groupes armés qui combattent sous le commandement du interim government de Dr Samuel Sako Ikome. L'Ambazonan Defense Force est appuyée sur le plan matériel, sur le plan logistique, par des officiers supérieurs du renseignement camerounais, dont le colonel Joël Émile Bamkui, le commandant de la division de la sécurité militaire. J'ai eu à le dire ici maintes fois, preuve à l'appui. Ça, c'est la deuxième catégorie. La troisième catégorie de groupes armés qui sévit dans le Cameroun anglophone, dans le Southern Cameroun, ce sont les Atanganji Boys. Les Atanganji Boys, c'est un pot pourri de groupes de voyous et de milices Fulani, ou si vous voulez, de milices Mbororo, qui s'attaquent aux populations locales parce qu'elles sont soupçonnées d'apporter leur soutien aux indépendantistes armés. La quatrième catégorie de groupes armés, ce sont les membres des centres de désarmement, de démobilisation et de réinsertion. C'est-à-dire, par exemple, quand vous prenez le massacre de Ngarbou, qui sont ceux qui étaient impliqués dans le massacre de Ngarbou du 14 février 2020? Ce sont les membres du centre de désarmement, de démobilisation et de réinsertion de Bamenda. Donc, ça veut dire que les services secrets camerounais utilisent ces jeunes pensionnaires des centres de DR pour des opérations telles qu'aller attaquer des écoles, attaquer des hôpitaux, et par la suite, le blâme est porté sur les indépendantistes anglophones. La cinquième catégorie de groupes armés qui opèrent dans le Cameroun anglophone ou dans le Southern Cameroun, ce sont des militaires en civil, c'est-à-dire qu'ils créent, l'armée camerounaise décide d'envoyer des éléments en civil qui se comportent exactement comme les Amba Boys, les Amba Restoration Forces, mais qui en réalité ne sont pas des ARF, des Amba Restoration Forces. Ils terrorisent les populations, ils kidnappent contre rançon. Alors, comment Human Rights Watch, jusqu'à présent, a du mal à intégrer que le gouvernement camerounais, les services secrets camerounais, ont réussi à infiltrer la lutte armée du peuple du Southern Cameroun? Des gens me font souvent le reproche de toujours pointer du doigt les forces gouvernementales lorsqu'il y a massacre dans le Southern Cameroun, lorsqu'il y a attaque d'un hôpital, d'une école, etc. D'aucuns vont même jusqu'à dire que, mais toi, Michel Biemton, tu es le seul à penser qu'il y a des faux Amba Boys en zone anglophone, etc., etc. Tu es le seul journaliste à estimer qu'il y a des faux Amba Boys en zone anglophone, etc. Mesdames et messieurs, je vous invite à écouter deux acteurs de la société civile qui sont originaires du Southern Cameroun. Il s'agit de Paul Aya Abine, c'est un homme politique, président du People Action Party et qui est également membre d'une ONG appelée Aya Foundation. Alors, je vous invite à écouter l'intervention de Paul Aya Abine dans le cadre de l'émission La Vérité en face, diffusée par la chaîne de télévision camerounaise Equinox Télévision. C'était le 26 juillet 2021. Je vous invite à écouter cet extrait, mesdames et messieurs. Tout ce que je peux dire est que
presque tout le monde sait qu'il y a des Amba Boys qui sont plutôt Atangandjis Boys. Non, tout le monde ne le sait pas. Ayapol, il n'y a jusqu'ici aucune preuve qu'il y a un lien entre des membres, des personnalités de la République et des groupes armés qui sévissent dans le sud-ouest et le nord-ouest. Il n'y a jamais eu de preuve, mais c'est la vérité. Vous ne dites pas qu'en tant que journaliste, vous n'avez pas suivi que l'État a livré des armes au groupe dit plutôt autodéfense. Que l'État a livré des armes au groupe Bororo. Eux-mêmes le disent. Aujourd'hui, nous avons fait tel à Missadje. Aujourd'hui, nous avons fait tel. Vous savez bien qu'il y a des groupes dits autodéfense qui sont montés, financés et armés par l'État. Sans vigilante groups, mais sans... Alors, l'autre acteur de la société civile originaire du Southern Cameroun, parce que pour moi, Nord-Ouest et Sud-Ouest, ça n'existe pas et ça ne devrait pas exister. Alors, l'autre acteur de la société civile que nous allons écouter s'appelle Fontem Neba. Donc, il fait partie de ceux qui, à l'orée de la crise anglophone, ont porté le mouvement dans le cadre du consortium des associations, c'est-à-dire que du consortium des organisations de la société civile. C'était fin 2016, début 2017. Aujourd'hui, il est basé aux États-Unis. Je vous invite à écouter ce que Fontem Neba, c'était au mois d'août 2021, il accordait une interview à la chaîne de télévision sud-africaine SABC. On écoute, mesdames et messieurs. I would like to say with certainty that the conflict as we see it has become a business. The government of Cameroon has, particularly government officials, have proxy forces. They have hoodlums who have been hired and other vigilantes that operate within the territory of Southern Cameroon. They conduct kidnapping for ransom, and we are aware that some of the monies that have been paid as ransom have been collected in towns like Bafia, which are in the central region of Cameroon. Bafia is not in the English-speaking part of the country, so we can say with certainty that the issue of kidnapping and violence by militias is mainly by government-sponsored units. But and these are the units we call them Atanganji Boys, named after Mr. Paul Atanganji, who is the Minister of Territorial Administration and very, very notorious for helping to escalate this conflict. Dans son rapport, Human Rights Watch, ou si vous voulez, Madame Hilaria Allegrozi, qui est la chercheure senior de cette organisation en Afrique centrale. Nous allons parler d'elle parce que ce rapport a été rédigé par elle. Madame Hilaria Allegrozi écrit donc ceci dans son rapport, et je cite: « Les groupes séparatistes ont également procédé à des centaines d'enlèvements. Human Rights Watch a documenté 268 enlèvements d'élèves et de professionnels de l'éducation depuis 2017. La région du Nord-Ouest, lors de 2 incidents seulement, l'un en 2018 et l'autre en 2019, des combattants ont réussi à enlever pas moins de 78 et 170 élèves dans leurs écoles respectives. » Du simple point de vue du bon sens, je vais parler beaucoup plus de l'enlèvement de 78 élèves du PSS. Je crois que c'est le nom de l'école, une école confessionnelle, c'est-à-dire une école protestante. Alors, il s'agissait du PSS de Nkwen à Bamenda, c'est-à-dire que des hommes armés ont fait irruption au sein de cette école. Ils ont embarqué
78 élèves, c'était le 2 novembre, le 2 ou le 3 novembre 2018, ils ont embarqué ces élèves-là pour une destination inconnue. Madame Hilaria Allegrosi, dans son rapport, estime qu'il s'agit de séparatistes. Du simple point de vue du bon sens, il est impossible que les séparatistes armés aient agi dans une zone aussi peuplée que Nkwen. Parce que pour ceux qui connaissent Bamenda, dans la zone de Nkwen, il y a les marchés, il y a des écoles, il y a des centres commerciaux, etc., etc. Alors, comment les groupes armés séparatistes pouvaient opérer sans attirer l'attention des policiers, des gendarmes, des militaires? Parce qu'à l'époque, le ministre, tandis que quand les élèves ont été libérés le 5 novembre 2018, la cellule de communication du ministère de la Défense avait estimé que c'est grâce aux renseignements et au système des écoutes téléphoniques que l'armée camerounaise et les services de renseignement ont réussi à localiser les ravisseurs de ces 78 élèves, de ces 78 élèves. Alors, où était le renseignement, où était le système d'écoute téléphonique au moment où ce groupe armé se dirigeait vers l'école, le PSS de Nkwen, à Bamenda? Où était le renseignement à ce moment-là? Comment le renseignement a su l'endroit exact? Parce que d'après la cellule de communication qui était dirigée à l'époque par le colonel Didier Badjek, c'est au niveau de Bafout que les ravisseurs et leurs otages ont été localisés. Alors, comment le convoi, c'est-à-dire que comment les séparatistes, selon Hilaria Allegrosi, ont réussi l'exploit de déplacer ces élèves de Nkwen jusqu'à Bafout? Où était la police? Où était la gendarmerie? Où était l'armée? Dans une zone comme Nkwen qui était hautement militarisée à l'époque. Où était le renseignement en ce moment-là? Human Rights Watch ne s'est pas posé toutes ces questions. Elle en est arrivée à la conclusion selon laquelle non. Ce sont les séparatistes qui ont enlevé ces élèves-là. Faisant ainsi suite à la propagande du régime de Yaoundé à l'époque, parce qu'il n'y avait que le régime de M. Paul Biya qui avait accusé, seul le régime de Paul Biya avait accusé les indépendantistes anglophones d'avoir enlevé ces élèves, alors que du simple point de vue du bon sens, ce n'était pas possible parce que les Ambazouan Restoration Forces ont vocation à opérer dans des zones périphériques des grandes métropoles, dans le Southern Cameroun, Bamenda, Boya, Kumba, etc., etc. Alors, ils ne pouvaient pas arriver au niveau du PSS de Nkwen sans être vus. Et ils ne pouvaient pas se déplacer avec ces 78 élèves sans que la police, la gendarmerie et l'armée ne soient au courant. Ce n'est pas possible. Ça veut dire que c'était une opération savamment montée par le pouvoir de Yaoundé dans le but de faire passer aux yeux de l'opinion internationale, dont Human Rights Watch, les groupes armés séparatistes comme étant des terroristes. Et il y a autre chose que Human Rights Watch feint d'ignorer. C'est que le chef du commando qui avait enlevé ces 78 élèves était un soldat de l'armée camerounaise, un certain Van Armel Rostam. Ce sont ses frères et sœurs qui ont réussi à l'identifier dans une photo qui a circulé de manière virale sur les réseaux sociaux à l'époque. Alors, c'est donc un soldat de l'armée camerounaise appelé Van Rostam qui était le chef des ravisseurs de ces 78 élèves. Il y a donc lieu de conclure qu'en fait, l'objectif de cette manœuvre du gouvernement en place était de
donner l'impression à l'opinion internationale que les groupes indépendantistes anglophones ne sont ni plus ni moins qu'un groupuscule terroriste, au même titre que Boko Haram, qui avait enlevé 200 jeunes filles à Chibok, au nord du Nigeria. Et à l'époque, certains analystes se sont laissés aller à établir un parallèle entre cet enlèvement et l'enlèvement de Chibok au Nigeria. Alors, dans son rapport, Madame Hilaria Alligrozi écrit également ceci, et je cite: « Dès le début de l'année 2017, les combattants séparatistes ont commencé à ordonner et à faire appliquer un boycott des écoles, invoquant certes leur opposition à l'éducation francophone imposée par le gouvernement central. Avec tout le respect que je dois à l'organisme international Human Rights Watch, ceci n'est ni plus ni moins qu'un mensonge. » C'est-à-dire que la crise anglophone entre dans sa phase armée en octobre 2017, après la répression barbare et sauvage par l'armée camerounaise des manifestations commémoratives du 56e anniversaire de l'indépendance du Southern Cameroun le 1er octobre 2017. C'est après cette répression brutale que les groupes armés ont commencé à émerger. Et ceux qui ont lancé le mot d'ordre de boycott au début de l'année 2017, c'était le consortium, qui n'étaient pas des sympathisants de la cause indépendantiste ou séparatiste, c'est selon. Donc, en début, parce que quand Human Rights Watch dit dès le début de l'année 2017, on ne parlait pas encore de combattants séparatistes. Ce sont les faits. Donc, venir dire que les combattants séparatistes ont imposé le boycott des écoles en début d'année 2017, c'est un mensonge pur et simple. C'est un mensonge. Dans son rapport, Human Rights Watch écrit également ceci, et je cite: « Human Rights Watch a documenté le meurtre de 11 élèves et de 5 enseignants dans la région du Sud-Ouest. 7 élèves ont été tués lors d'une attaque contre leur école à Kumba et 3 élèves et 1 enseignant lors d'une attaque contre leur école à Ekondo-Titi. Les autres victimes ont été tuées chez elles ou sur le chemin de l'école. » Alors, quand Human Rights Watch aujourd'hui nous dit que ce sont les séparatistes qui ont attaqué le Mother Francisca Bilingual Academy of Kumba le 24 octobre 2020, je tombe des nues. Ma modestie dut-elle en pâtir, je suis le seul journaliste camerounais qui détient c'est-à-dire qui a réussi à avoir le scoop sur ce qui s'est exactement passé ce jour-là. Et à l'époque, j'avais réussi à avoir l'information selon laquelle ce sont des soldats camerounais en civil qui ont attaqué cette école. Mes sources d'information avaient réussi à identifier des certains Ndong Christophe et Moses Solomon, des soldats camerounais qui ont fait partie du commando. Et à l'époque, des gouvernements occidentaux tels que les États-Unis avaient réagi quelques heures après l'attaque survenue dans la matinée du 24 octobre 2020 et avaient parlé d'hommes armés. Ils n'avaient jamais parlé de séparatistes armés, ils ont parlé d'hommes armés non identifiés. Alors, quand Human Rights Watch vient aujourd'hui, et quand j'ai publié ce reportage-là, quand j'ai publié cet article, jusqu'à présent, j'attends qu'on m'apporte la preuve du contraire. Et j'ai appris récemment, il y a quelques mois,
d'une source proche des services de sécurité du Cameroun parce que j'ai souvent l'habitude de recueillir des confidences des membres, des agents des services de sécurité du Cameroun. Et l'un d'eux m'a révélé récemment que les membres du commando qui ont attaqué le Mother Francisca Bilingual Academy of Kumba ont été exécutés sommairement au Bois des Singes, à Douala, sur instruction du colonel Joël-Émile Bamkui de la division de la sécurité militaire. Ah oui! Et celui qui faisait partie du peloton d'exécution, au nom de la CEMIL, s'appelle l'adjudant Bessala. C'est de cela qu'il s'agit. Quand aujourd'hui Human Rights Watch vient dire que ce sont les séparatistes qui ont attaqué cette école, alors que dans son rapport du 2 novembre 2020, cette organisation de défense des droits de l'homme avait parlé d'hommes armés. Entre novembre 2020 et décembre 2021, qu'est-ce qui a changé? Human Rights Watch nous a dit que on a interrogé des témoins, etc., etc. Et pourtant, à l'époque, les populations ne partageaient pas du tout la thèse gouvernementale incriminant les séparatistes dans le cadre de cette attaque d'une école à Kumba. Je vous invite, mesdames et messieurs, à écouter cet extrait. Il s'agit d'un échange entre le gouverneur du Sud-Ouest, Bernard Okalia Bilai, et des femmes. Et quand Okalia Bilai leur demande qui sont les assassins de Kumba, elles répondent « Nous ne savons rien ». Ça veut dire qu'elles ne sont pas d'accord avec le fait que ce soit les séparatistes qui aient tué ces enfants. Mais Human Rights Watch vient dire exactement autre chose. Je vous invite à écouter, mesdames et messieurs, cet extrait. To reinforce the security, but my sisters, my daughters, my mothers, I want us to take our destiny in our hands. We have played a lot. We have covered the killers a lot. When I asked you before the speeches, who are the killers? You say you don't know. Thank God. Honorable Deputy Speaker of the National Assembly, remind you certain facts. And after her intervention, you cannot say that you don't know the killers. So repeat after me, who are the killers? We don't know. You don't know? Yes. Even after what Honorable Lifaka said, you don't know who are the killers? Yes. The killers are your brothers. The killers are your children. The killers are people who are living amongst you. And you don't want to denounce them. Vous venez donc d'écouter, mesdames et messieurs, cet échange entre Okalia Bilai et ces dames qui se sont rassemblées à l'entrée de ces bureaux à Boya. Alors, il est aisé de comprendre, il est aisé de constater que ces femmes ne sont pas d'accord avec le fait que ce soit les séparatistes. Donc, elles ont des doutes que ce soit les séparatistes qui aient tué ces enfants, puisque rien n'empêchait ces femmes de dire sous la pression du gouverneur que ce sont les séparatistes qui ont tué les sept élèves du Mother Francisca Bilingual Academy of Kumba. Rien ne les empêchait, rien n'empêchait ces femmes de succomber à la pression qu'exerçait sur elles le gouverneur Okalia Bilai. Mais c'est parce que justement, elles n'étaient pas convaincues de ce que ce soit les indépendantistes anglophones qui aient commis cet acte-là. Et surtout que, vous avez suivi le gouverneur tout à l'heure, il disait que les tueurs, selon la thèse gouvernementale, les tueurs sont parmi vous.
vous les protégez. Donc ça veut dire que les séparatistes dont parle Human Rights Watch sont des enfants, sont les fils et filles des familles qui vivent dans les localités, les villages, les communautés où ils opèrent. C'est ce que ça veut dire. Alors comment comprendre que les séparatistes armés s'attaquent aux membres de leur famille, s'attaquent à leur propre sang? Vous trouvez que ça a un sens? Vous trouvez que du point de vue du bon sens, ça tient la route? Vous trouvez que ça tient la route? Et il y a également autre chose. Le 6 décembre 2021, le tribunal militaire de Buea a condamné à vie 4 jeunes gens relativement à ce massacre de Kumba. Alors, à l'époque, c'est-à-dire que le 22 octobre 2021, dans un rapport dont le résumé a été publié sur son site internet, Human Rights Watch a déclaré que la condamnation, c'est-à-dire que cette décision rendue par le tribunal militaire de Buea relevait d'un simulacre de procès. C'est-à-dire que ces 4 jeunes gens ont été condamnés à l'issue d'un simulacre de procès. Donc ça veut dire que les 4 enfants qui ont été condamnés à mort là n'avaient absolument rien à voir avec l'attentat survenu au Mother Francisca Bilingual Academy of Kumba. Et Hilaria Allegozzi, dans ce rapport du 22 octobre 2021, avait écrit ceci, et je la cite: « Si les autorités ont l'intention de rendre justice pour ce crime, » donc ça veut dire que pour elles, les familles des victimes n'ont pas encore obtenu, c'est-à-dire qu'à l'époque, là, le 22 octobre, quand le rapport est rendu public, les familles des victimes n'avaient pas encore obtenu justice. Alors, si les autorités ont l'intention de rendre justice pour ce crime odieux commis contre des enfants, elles doivent lancer des poursuites crédibles devant les juridictions civiles et établir les responsabilités conformément aux normes internationales de procès équitable. Alors, d'où vient-il aujourd'hui que Hilaria Allegozzi vienne nous dire que ce sont les séparatistes qui ont attaqué l'école de Kumba? Le dire, c'est insinuer que les 4 enfants qui ont été condamnés à mort là, ce sont des séparatistes armés. Alors, par conséquent, il n'y a pas eu de procès équitable. Alors, par conséquent, les familles des victimes ont obtenu justice ce 6 septembre 2021. C'est ce que ça veut dire. Or, nous tous, nous savons que ces 4 enfants-là n'ont absolument rien à voir avec cet attentat. L'un d'eux a été arrêté pour une autre cause et bien avant le massacre du 24 octobre 2020 à Kumba, le massacre d'élèves. Et aujourd'hui, Hilaria Allegozzi vient nous dire, pince sans rire, que ce sont les séparatistes qui ont attaqué cette école-là. Alors, dans son rapport, Madame Hilaria Allegozzi parle des attaques, de l'attaque d'une école à Ekondo Titi. C'était tout récemment, le 24 novembre 2021. Une attaque à l'issue de laquelle 4 élèves et une enseignante ont été tués. La chercheuse de Human Rights Watch attribue cette attaque aux séparatistes. Pourtant, d'après des enquêtes que moi j'ai réussi à mener, il est apparu que ce sont je vous ai parlé tout à l'heure des membres, c'est-à-dire que des pensionnaires des centres de désarmement, de démobilisation et de réinsertion. Il est apparu que 3 de ces pensionnaires ont été mobilisés pour cette opération. Et je vous ai parlé de général Nambere, un ex-général séparatiste,
qui étaient impliqués dans cette opération. Et le général Nambere travaille en étroite collaboration avec le gouvernement camerounais. Et dans ce commando, ces jeunes gens, ces jeunes pensionnaires des centres DDR étaient encadrés par des agents de la division de la sécurité militaire, dont un certain Pierre Cornillac, Clovis Cornillac, donc c'était Clovis Cornillac. Donc, ils étaient encadrés par un certain Clovis Cornillac, agent de la division de la sécurité militaire, agence FEMIL. Donc c'est la division de la sécurité militaire qui est derrière cette attaque, qui est derrière cette opération. J'ai réussi à le démontrer à l'époque et je suis surpris que Mme Hilaria Allegro-Zi vienne nous dire aujourd'hui, sur la base des témoignages qu'elle a recueillis ça et là, auprès des victimes. Mais vous savez, quand on interviewe une victime, la victime est habitée par une émotion, telle que son témoignage, c'est-à-dire que quand quelqu'un est amené à parler de ce qui lui est arrivé, il ne va dire que ce dont il a l'impression, parce qu'il est sous le coup de l'émotion et par conséquent, ce qui sortira de sa bouche sera dépourvu de toute objectivité. C'est bien beau d'interroger les victimes, mais ce n'est pas suffisant. Il faut réussir le maximum d'éléments possibles du puzzle. Alors, Mme Allegro-Zi nous dit donc que ce sont les séparatistes qui ont attaqué une école à Kumba, à Ikondo Titi, pardon, alors que, d'après un communiqué des Nations Unies qui a été publié quelques jours après cette attaque, je parle bien des Nations Unies, il était question des hommes armés non identifiés. Nous sommes le 24 novembre 2021. Bon, entre le 24 novembre 2021 et le 15 décembre 2021, date de la publication du rapport de Human Rights Watch, qu'est-ce qui a changé entre-temps? Qu'est-ce qui a changé? Dans son rapport, Mme Allegro-Zi écrit ceci, et je cite: « Les dirigeants des groupes séparatistes devraient immédiatement annoncer la fin du boycott scolaire et veiller à ce que leurs combattants mettent un terme à toutes leurs attaques contre les écoles, les enseignants et les élèves. » Alors, la question que j'aimerais poser à Hilaria Allegro-Zi et qui est similaire à celle que j'ai posée en tout début de cette chronique. De quel groupe séparatiste parle-t-on même au juste? Nous savons tous que les seuls et véritables combattants de la révolution anglophone au Southern Cameroun, ce sont les groupes armés qui obéissent aux ordres du interim government de Dr Samuel Sarko Ikome. Puisque tout le reste là que Hilaria Allegro-Zi dit avoir rencontré, les Ayabacho Lucas, les Ebenezer Akwanga. Ayabacho Lucas, on le sait, c'est un agent du pouvoir en place, dont l'objectif est de s'aimer la division, de s'aimer la confusion au sein de, de cette révolte armée. Vous prenez un Ebenezer Akwanga. Ebenezer Akwanga, lui, il a arrêté de combattre depuis mars 2020. Et il est aujourd'hui réduit à s'attaquer au interim government de Dr Samuel Sarko Ikome. C'est de cela qu'il est question. Depuis mars 2020, il ne combat plus. Il a profité du communiqué publié le 12 mars 2020 par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Bon, dans ce communiqué, le secrétaire général des Nations Unies invitait les belligérants à travers le monde d'observer une trêve Covid-19 oblige. Ebenezer Akwanga, qui se trouvait à l'époque au Ghana, et qui a été à Accra, au Ghana, et qui a été rencontré à cette occasion-là par Eko Maxime, qui est le directeur des renseignements extérieurs du Cameroun, la DGRE. C'est après avoir rencontré Eko Maxime qu'Ebenezer Akwanga décide donc
de déposer les armes. Et jusqu'à ce jour, le Socadef, qui est son groupe armé, n'a plus jamais repris ces armes-là. Alors, quand Mme Aliglosi, Hilaria Aliglosi, déclare qu'elle a rencontré, qu'elle a envoyé un draft de son rapport à Ebenezer Akwanga, à Yabacho, franchement, je me demande si elle a toqué à la bonne porte. Par contre, c'est Samuel Sarko Ikome qui a la haute main sur tous les groupes armés qui combattent véritablement l'armée camerounaise et qui sont soutenus par la population locale. Parce que les EDF et tout ça, ça c'est les milices du colonel Bankou et puis des Koeko. C'est de cela qu'il est question. Alors, voici donc la position du interim government de Dr Samuel Sarko Ikome. C'était lors du discours du 30 septembre 2021, c'est-à-dire la veille de la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance du Southern Cameroun. On écoute, mesdames et messieurs. Our educational sector has suffered the most since the outbreak of this conflict. From when the Republic of Cameroon transformed our schools into their makeshift military camps. French Cameroon troops disguised as unknown gunmen and kill our students in schools, otherwise heavily guarded by their military, in a bid to convince some amateur human rights organizations in Europe and America that Amazonians are the authors of such heinous crimes against their own people, just to try and tag us as terrorists who kill innocent children for political ends. Shame on those pay-for-play human rights organizations who, instead of calling for an independent fact-finding mission to Amazonia, have become the propaganda secretaries of the genocidal regime in Yaoundé. Shame on you. That is a government that for 3 years has denied access to all human rights organizations desiring to enter Amazonia. In terms of our policy on education, our stance has not changed. If the United Nations will not create safe school zones for our kids, then the decision to open our schools or send our children back to school will remain entirely in the hands of parents. Alors, vous venez donc de suivre vous-même ce que la position du interim government de Dr Samuel Sarko Ikome par rapport au boycott des écoles dans le Cameroun anglophone. Le interim government a laissé le libre choix aux parents d'envoyer leurs enfants à l'école ou pas, selon que la zone est plus ou moins sécurisée. Alors, quand Human Rights Watch et Mme Hilaria Aliglosi viennent dire que non, les leaders séparatistes doivent lever le mot d'ordre de boycott des écoles, il n'y a jamais eu, c'est-à-dire que le gouvernement de Samuel Sarko Ikome n'a jamais lancé un mot d'ordre de boycott des écoles. Jamais. Jamais. Et ce que mes amis de Human Rights Watch oublient, c'est que même ces séparatistes-là, c'est-à-dire que les généraux séparatistes-là, leurs enfants vont à l'école. Hein. Leurs enfants vont à l'école, mais beaucoup plus dans des écoles confessionnelles. Parce que je vais vous raconter un truc. L'année dernière, avant l'attaque survenue au Mother Francisca Bilingual Academy of Kumba, il y a eu une discorde, une mésentente entre le gouvernement camerounais et les parents d'élèves du Cameroun anglophone. Parce que les séparatistes ont fini par accepter, parce qu'au départ, c'est vrai, ils étaient contre la reprise des cours, c'était l'année dernière, mais ils ont fini par trouver un compromis. Ils ont fini par trouver un compromis, celui d'envoyer les enfants uniquement dans des écoles confessionnelles, les écoles catholiques, les écoles protestantes, etc., etc.
Or, le gouvernement camerounais n'était pas d'accord parce que il voulait que les élèves s'inscrivent dans des établissements publics. Voilà la pomme de discorde à l'époque entre les parents d'élèves et le gouvernement camerounais. Parce que les parents d'élèves ne voulaient pas inscrire leurs enfants dans les écoles publiques, les écoles de l'État du Cameroun. Ils ne voulaient pas. Ils ont préféré envoyer leurs enfants dans des écoles confessionnelles. Et c'est la raison pour laquelle les écoles qui sont le plus attaquées, ce sont des écoles confessionnelles. Ce ne sont même pas des écoles publiques. Ce ne sont pas des écoles publiques. Il n'y a que l'école de GBHS de Kondo Titi, attaquée récemment par les milices du colonel Bankui, qui est une école publique. Et même ces combattants séparatistes-là envoient leurs enfants dans ces écoles confessionnelles. Alors comment est-ce qu'ils vont aller attaquer ces écoles où fréquentent leurs enfants, où fréquentent leurs frères et sœurs? Du point de vue du bon sens, est-ce que c'est possible? Non. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas du tout possible. Ce n'est pas possible. Donc, vous avez donc suivi le discours de Dr Samuel Sako Ikome. Et il y a une chose que j'avais oubliée. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce qui s'était passé dans une école protestante à Kumbo. Quelques jours seulement après l'attaque du Model Francisca Bilingual Academy of Kumba, les Bui Warriors, c'est-à-dire qu'un groupe armé qui coiffe le département du Bui, ont reçu un renseignement selon lequel, après Kumba, les agents du régime étaient sur le point d'attaquer cette école-là à Kumbo. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés, c'est-à-dire qu'ils ont fait irruption dans cette école et ont commencé à évacuer les enfants, à les faire rentrer chez eux. Bon, maintenant, pendant qu'ils ordonnaient aux enseignants et aux responsables de l'établissement d'interrompre les cours, les enseignants se sont opposés. Ils ont dit non, 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 pourquoi vous venez là empêcher que les enfants suivent les cours et patati et patata. Et c'est alors que les Bui Warriors ont décidé d'arrêter ces enseignants et de les prendre en otage en leur disant que mais nous voulons sécuriser nos enfants. Mais vous êtes là, vous nous empêchez de le faire. Si on vient les tuer là maintenant, comme on a tué ceux de Kumba, vous allez dire quoi? Mais malgré tout cela, j'ai vu des médias internationaux, BBC, RFI, France 24, manger la bouche là que oh, on a kidnappé, on avait kidnappé aucun enseignant. Ni aucun élève, aucun enseignant n'a été kidnappé à Kumbo à cette date-là, aucun. Ce sont les enseignants qui ont juste été punis parce qu'ils empêchaient que les Bui Warriors évacuent les élèves parce qu'ils ont leurs enfants inscrits dans cette école confessionnelle. Ils avaient, pardon, leurs enfants inscrits dans cette école confessionnelle. Ils ont commencé à évacuer les enfants pour les mettre en sécurité. Ça, Human Rights Watch ne peut pas faire ce constat-là. Jamais. Alors, pour terminer donc, ce que je vais dire à Human Rights Watch et à Hilaria Allegrozi, le bon sens est un élément de preuve quand on effectue une enquête ou des recherches dans le cadre d'un conflit. Je dis et je répète, le bon sens est un mode de preuve, est un élément de preuve dans les enquêtes, les investigations, les recherches que l'on effectue dans le cadre d'un conflit.
Comme je l'ai dit au cours de cette chronique, les Amba Restoration Forces, je parle des ARF, je ne parle pas des ADF, qui sont une milice de l'armée camerounaise, je parle de ARF, de Samuel Sarko Ikome. Ce sont les enfants des fils et filles, parce qu'on a parfois comme le sentiment que ces organismes de défense des droits humains, tels que Amnesty International, tels que Human Rights Watch, analysent les conflits avec pratiquement les mêmes outils. Genre où, c'est-à-dire que sur la base des stéréotypes, hein, oui, dans un conflit, les deux camps commettent des crimes. Si les forces gouvernementales commettent des crimes, ça veut dire que le camp d'en face aussi, forcément en commet. Pourtant, chaque conflit a son contexte, a ses origines qui lui sont spécifiques, a ses réalités. Dans d'autres pays tels que, je prends par exemple le cas de l'Est de la RDC où sévit une rébellion. Généralement, ce sont des groupes rebelles qui sont armés, qui sont financés par des multinationales occidentales. Et ce sont des rebelles qui parfois viennent d'ailleurs, c'est-à-dire qui viennent des pays voisins pour venir semer le bordel dans ce territoire-là. Ils ont le soutien des multinationales étrangères, ils viennent d'ailleurs. Donc forcément, ils vont se mettre à se comporter vis-à-vis de la population qu'ils ont trouvée sur ce territoire-là comme des ennemis de cette population-là. Or, dans le cadre du conflit en zone anglophone, c'est-à-dire que c'est la population qui essaye de se défendre contre la barbarie, la répression gouvernementale. C'est-à-dire que c'est une lutte armée qui est portée par les populations locales. Parce que les membres des Amba Restoration Forces là proviennent de ces populations-là. Alors, comment ces Amba Restoration Forces vont se mettre à s'attaquer à ces mêmes populations, à leurs frères et sœurs? À ceux qui me reprochent toujours que oui, vraiment, machin, les Amba, tu es toujours là en train de les soutenir, machin. Je leur oppose, donc, c'est-à-dire qu'à ceux qui me disent que non, les Amba commettent des crimes sur leur propre population, les populations qu'ils sont censés défendre. Je leur pose souvent la question de savoir, il y a une communauté francophone qui vit là-bas. Pourquoi en représailles des crimes commis par l'armée camerounaise majoritairement francophone sur les populations locales, sur leurs frères et sœurs, ces Amba Restoration Forces là ne prennent pas en chasse les francophones qui y vivent? Pourquoi? Pourquoi ils vont laisser les francophones pour s'attaquer à leurs propres frères et sœurs, à leur sang? Le bon sens, comme disait Descartes, est la chose du monde la mieux partagée. Et je ne suis pas le seul à avoir à attirer l'attention de Hilaria Allegrouzi sur la légèreté que dégage son rapport. Il y a un consultant en télécommunication et TIC qui a interpellé Hilaria Allegrouzi par rapport au contenu de son rapport sur son compte Twitter. Il s'appelle Marcel Lucht. Voici ce qu'il a écrit. Et là, c'était un commentaire qu'il est venu rédiger au bas du tweet de Hilaria Allegrouzi au sujet de ce rapport-là. Il dit ceci en anglais. Dear Hilary, how sure are we that these are indeed separatists? The Northwest region especially was known for its excellent education system, and it was its pride. What is their interest? Who gains by destroying it? I will download and read the report with interest. Donc, il dit que, c'est-à-dire que, en quoi cela profite
aux Zamba Restoration Forces de s'attaquer aux élèves? C'est-à-dire que qu'est-ce qu'ils gagnent en le faisant? C'est ce que le monsieur a posé comme question. Et ça montre à quel point, au sein même de l'opinion internationale, on commence à émettre les doutes. On commence à émettre des doutes sur le fait que ce soit toujours les séparatistes qui attaquent les écoles, etc., etc. Alors, pour conclure, et ce de manière définitive, j'aimerais dire aux chercheurs de Human Rights Watch que après lecture de ce rapport portant sur l'attaque par les séparatistes armés des écoles en zone anglophone, il y a deux hypothèses. Soit vous avez effectué ce travail de bonne foi, alors vous avez été purement et simplement manipulé. Ou alors vous jouez le jeu du régime de Biya et de la France. Voilà les hypothèses que j'ai réussi à dégager après avoir lu ce rapport-là. Parce que c'est la France qui est à l'origine de ce conflit. C'est la France qui se bat corps et âme pour maintenir ce que vous appelez les régions du nord-ouest et du sud-ouest, dans le giron, sous le giron de la République du Cameroun, sous le giron de la France-Afrique. C'est la France qui, depuis toujours, complote contre l'indépendance du Southern Cameroun. Cette indépendance qui a été accordée à ce territoire, à ce peuple, le peuple du Southern Cameroun, par l'Organisation des Nations Unies en 1961. C'est de ça qu'il s'agit. Merci d'avoir été nombreux à écouter la chronique de MBT et à la prochaine pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour ou bonsoir.